Les mers et les océans représentent environ 70% de la surface de la planète et jouent un rôle essentiel pour le commerce mondial, l'exploitation des ressources et les échanges entre les États. Pendant longtemps, ils ont été régis surtout par le principe de liberté de navigation, avec peu de règles internationales précises, car le droit international maritime est d'origine coutumière et conventionnelle. Pour organiser l'utilisation de ces espaces, les États ont négocié pendant plusieurs années dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Ces négociations aboutissent le 10 décembre 1982 à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, souvent appelée Convention de Montego Bay. Elle entre en vigueur le 16 novembre 1994 après la ratification de 60 États. Cette convention constitue aujourd'hui la base du droit international maritime. On peut donc se demander en quoi la conférence de Montego Bay a permis d'organiser juridiquement les espaces maritimes et leur exploitation. Nous verrons d'abord que cette convention organise et délimite les espaces maritimes, puis qu'elle encadre l'exploitation et la gestion des ressources marines. Premièrement, la principale innovation de la convention de Montego Bay est d'avoir défini juridiquement les différents espaces maritimes. Certains espaces étaient déjà définis, notamment grâce à la convention de Genève en 1958. La mer territoriale s'étend jusqu'à 12 000 marins des côtes, c'est-à-dire 19 km. Dans cette zone, l'État côtier exerce sa souveraineté comme sur son territoire terrestre, même si les navires étrangers peuvent bénéficier d'un droit de passage. Mais 19 km, c'est une distance limitée et avec l'importance croissante des ressources marines, de nombreux États ont commencé à revendiquer des zones maritimes plus larges. Alors, la Convention de Montego Bay crée la zone économique exclusive, appelée ZEE, qui peut s'étendre jusqu'à 200 000 marins des côtes, c'est-à-dire 370 km. Dans cette zone, l'État côtier possède des droits particuliers pour exploiter les ressources naturelles, notamment les ressources halieutiques ou énergétiques, mais il n'est pas propriétaire de cette eau. Ensuite, la Convention définit également le plateau continental qui est considéré comme un prolongement des côtes. Il permet aux États de revendiquer le sol et le sous-sol marin au-delà de 200 000 marins si la géologie le permet. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander l'extension de leurs droits d'exploitation au-delà de leur ZEE lorsqu'ils sont en mesure de prouver la continuité géologique du plateau continental. Enfin, la Convention définit la haute mer qui se situe au-delà des juridictions nationales et reste un espace ouvert à tous les États. Elle fait de la haute mer un patrimoine commun de l'humanité. Ainsi, la Convention de Montego Bay met en place une véritable organisation juridique des océans en définissant les droits et les responsabilités des États sur les différents espaces maritimes. Cependant, la Convention de Montego Bay ne fait pas que délimiter les espaces maritimes, elle établit aussi des règles pour l'exploitation des ressources marines. Dans la zone économique exclusive, les États peuvent exploiter les ressources naturelles présentes dans l'eau, sur le fond marin ou dans le sous-sol. Cela concerne par exemple la pêche, l'exploitation pétrolière ou les ressources minérales. La Convention prévoit également des principes visant à encadrer l'exploitation et à préserver les ressources marines. Les États doivent ainsi gérer les ressources de manière responsable et coopérer entre eux. Elle impose aux États de gérer les stocks de poissons de façon durable pour éviter la surpêche. Elle introduit aussi l'obligation de protéger l'environnement marin. Pour appliquer ces règles et régler les différends entre États qui pourraient avoir lieu, la Convention prévoit 4 moyens différents dont le choix est laissé aux États parties. Il y a le Tribunal international du droit de la mer, dont la compétence est à la fois contentieuse et consultative, qui a eu sa première affaire en 1997. Il y a aussi la Cour internationale de justice, mais aussi l'arbitrage conformément à l'annexe 7 de la Convention et l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe 8 de la Convention. La Convention prévoit également une organisation chargée de gérer les ressources et les fonds marins situés au-delà des juridictions nationales afin que leur exploitation soit encadrée au niveau international. Pour conclure, la conférence de Montego Bay représente donc une étape fondamentale dans la construction du droit international maritime. Elle pose un cadre juridique sur les espaces maritimes en délimitant ce qui relève de la souveraineté des États et de la haute mer. Mais face à l'importance grandissante des océans dans la géopolitique mondiale, le texte est confronté à des interprétations divergentes au point de devenir une source de conflit. Avec la fonte des glaces en Arctique ou les tensions en mer de Chine, le texte est mis à rude épreuve par de nouvelles ambitions géopolitiques. Aujourd'hui, 40% des mers et océans sont couverts par les ZEE. La constitution des océans devra sans doute continuer d'évoluer pour faire face aux enjeux, notamment climatiques, du XXIe siècle.